Dans la précédente vidéo, vous avez découvert la notion de volatilité et comment elle permettait d'entrer en position efficacement. Mais vous aviez également vu qu'il n'était pas si évident que ça sur un graphique de repérer les phases à faible ou à forte volatilité. Dans cette vidéo, on va justement découvrir un indicateur qui va le permettre et on va pouvoir mesurer la volatilité avec les BB-logs. Donc les BB-logs, c'est quoi? C'est tout simplement un indicateur qui va vous permettre de mesurer la volatilité, donc relativement par rapport au prix, par rapport au passé, et donc de comparer si la volatilité actuelle, les oscillations actuelles du prix sont plus élevées ou plus faibles par rapport au passé du prix. Donc cet indicateur des BB-log, eh bien, il a une particularité, c'est qu'il est adapté à l'échelle logarithmique. Donc BB comme bande de Bollinger, donc vous connaissez peut-être déjà cet indicateur, mais l'indicateur bande de Bollinger n'est pas adapté à l'échelle logarithmique. Je vous laisserai faire les tests par vous-même. Si vous essayez d'installer les bandes de Bollinger sur par exemple le Bitcoin en unité de temps weekly, eh bien vous allez voir que l'indicateur fera n'importe quoi. Alors cet indicateur, les BB-log, c'est un indicateur qu'on a fait maison, donc au trading du coin, et qui est adapté à l'échelle logarithmique. Donc il prend en compte les variations du prix sur l'échelle logarithmique et va vraiment vous donner des résultats qui seront pertinents. Donc les BB-log sont des bandes de Bollinger, tout simplement, mais adaptées à l'échelle logarithmique. Mais ce petit détail d'adaptation à l'échelle logarithmique, c'est justement ça qui va faire toute la différence sur la pertinence de cet indicateur. Et donc il va vous montrer, vous allez le voir sur les graphiques concrètement, qu'il est vraiment pertinent et que vous ne pouvez pas vous en passer. Donc les BB-log sont composés d'une moyenne mobile, donc on va abréger par MM dans toute la suite de cette masterclass. Donc à chaque fois que vous voyez MM, eh bien ça signifiera moyenne mobile. Et donc ces BB-log sont composés d'une moyenne mobile et de deux bandes calculées à partir de cette moyenne mobile. Donc la moyenne mobile, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une moyenne sur X dernières périodes. On avait par exemple déjà vu sur l'indicateur des volumes une moyenne sur les 200 derniers histogrammes. Donc ça c'était une première moyenne mobile, donc vous avez vu une courbe qui faisait une moyenne des volumes. Donc là, on aura également une courbe qui va faire la moyenne du prix. Ça sera une moyenne mobile et donc qui sera réglée sur une période de 17. Elle ne fera pas la moyenne sur les 200 dernières périodes, mais sur les 17 dernières périodes sur le cours de clôture. Alors cette notion de moyenne mobile, comme je vous l'avais déjà expliqué avec les volumes, c'est vraiment une notion importante qu'il vous faut garder en tête. Donc pour le moment, on n'entre pas encore dans les détails parce qu'il y a toute une vidéo consacrée sur ce sujet dans le module 2, mais il faut vraiment avoir en tête que cet indicateur des moyennes mobiles, c'est vraiment également un indicateur qui est très important. Donc pour le moment, si vous ne savez pas encore comment il est calculé, c'est pas bien grave, on va revoir tout ça dans le module 2, mais gardez en tête que pour construire les BB-log, eh bien vous avez une moyenne mobile à partir de laquelle eh bien, seront calculées deux bandes. Donc vous allez le voir sur le graphique à quoi va ressembler cet indicateur des BB-log dans quelques instants. Donc comme je vous l'ai dit, je vous laisse vous référer à la vidéo utilisation des moyennes mobiles qui se trouve dans le module 2. Donc les BB-log, elles vont permettre d'envelopper le prix entre deux bandes. Lorsque les fluctuations du prix vont s'affaiblir, eh bien ces bandes vont se resserrer. Ça, on l'a vu dans la précédente vidéo, les marchés évoluent par cycle. Et donc il y a des cycles avec de fortes fluctuations du prix, de fortes oscillations du prix et d'autres avec de faibles fluctuations. Eh bien les BB-log vont réagir à ces fluctuations. Si les fluctuations s'affaiblissent, les bandes vont se resserrer. A contrario, si les fluctuations augmentent, eh bien les bandes vont s'écarter. Donc voilà, ça sera en fait très simple de le repérer visuellement, les différentes phases de volatilité. Si vous avez des bandes resserrées, c'est que vous avez une volatilité faible. Si vous avez des bandes écartées, c'est que vous avez une volatilité élevée. Donc on va admettre couramment que le prix se trouvera 95% du temps à l'intérieur de ces bandes et 5% du temps à l'extérieur. D'accord? Donc en fait, les bandes de Bollinger vont permettre de modéliser le prix selon ce qu'on appelle une loi normale en mathématiques, une loi gaussienne. Et donc, on va juste admettre, on ne va pas faire la démonstration ici, que le prix se trouvera 95% du temps à l'intérieur et 5% à l'extérieur. Donc il vous suffit simplement de retenir ces chiffres, que dans la très grande majorité du temps, le prix évoluera à l'intérieur de ces bandes de Bollinger, de ces BB-log. Donc je vous laisse retrouver le lien pour installer l'indicateur. Sous cette vidéo, vous trouverez un lien qui va vous rediriger vers le module TradingView où il y a une vidéo complète qui va vous donner le code de l'indicateur et vous montrer pas à pas comment l'installer directement sur votre plateforme TradingView. Donc les BB-log vont suivre l'évolution du prix et vont permettre de visualiser la force d'un mouvement. Il faut vraiment avoir en tête que pour que le prix parvienne à sortir des bandes, il faut que le mouvement soit à la fois fortement directionnel dans un sens donné et également
persévère dans ce sens pour que les bandes n'aient pas le temps de le rattraper. Ça, c'est la notion peut-être la plus importante des bandes de Bollinger qu'il faut absolument comprendre. On l'a vu il y a quelques instants que le prix ne se trouve à l'extérieur des bandes de Bollinger seulement 5% du temps. Donc en fait, si on divise par 2, il se trouve la moitié du temps au-dessus, donc 2,5% du temps au-dessus des bandes et 2,5% en dessous des bandes. Donc c'est très très rare, c'est très très faible. Le prix ne va pas souvent à l'extérieur des bandes de Bollinger. 2,5% au-dessus de la bande supérieure et 2,5% en dessous de la bande inférieure. C'est quand même un événement qui n'est pas si courant que ça et ça, vous allez le voir dans quelques instants avec directement un exemple sur un graphique. Comme on part du principe que le prix ne se trouve pas souvent à l'extérieur des bandes de Bollinger, et bien pour qu'il soit à l'extérieur des bandes de Bollinger, il faut que le prix soit vraiment puissant. Il faut que le prix fasse en sorte qu'il arrive à s'extirper des bandes de Bollinger. Et donc pour faire ça, il faut que le prix soit fortement directionnel, d'accord? Il faut qu'il monte en ligne droite. Pourquoi? Parce que si le prix monte un peu, puis redescend, puis remonte, puis redescend, eh bien les bandes de Bollinger vont suivre le prix. Souvenez-vous, ils englobent le prix, donc le prix ne parviendra pas à s'extirper des bandes de Bollinger. Donc il faut que le prix monte quasiment en ligne droite, il faut que le mouvement soit fortement directionnel, mais surtout, il faut que le mouvement persévère dans ce sens pour que les bandes n'aient pas le temps de le rattraper, d'accord? Parce que si vous avez un mouvement qui est en tendance haussière, eh bien les bandes de Bollinger vont s'adapter à ce mouvement et donc vont suivre le prix. Par contre, si le prix il est en tendance haussière, mais qu'il est en forte tendance haussière et qu'il persévère longtemps dans cette tendance haussière, eh bien il va réussir à s'extirper des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est une notion importante à retenir. Pour que le prix sorte des bandes de Bollinger, il vous faut absolument avoir ces deux éléments. Non pas le premier, non pas le deuxième, mais avoir les deux en même temps. On a également vu dans la précédente vidéo que la volatilité évolue par cycle. Il y a différents cycles de marché. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre position lorsque le prix va commencer à entrer en phase de forte volatilité. On l'a vu dans la précédente vidéo, la forte volatilité, on va l'éviter car elle est associée à un risque élevé. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est entrer juste avant d'avoir cette forte volatilité, d'accord? Juste avant de commencer à avoir un mouvement de prix puissant. Donc on entre en position à ce moment-là et donc on profite de cette forte volatilité à venir. Et justement, c'est là toute la puissance des BB-Log. Les BB-Log vont permettre de repérer ce début de phase. On restera par contre loin du marché lorsque la volatilité est faible. En fait, c'est simple, on restera hors du marché lorsque la volatilité est faible. Pourquoi? Parce que vous avez une faible volatilité, les fluctuations sont faibles et donc vous n'allez pas avoir des gains élevés, mais on restera également loin du marché lorsque la volatilité est trop élevée parce que justement, c'est associé à un risque élevé. Nous, ce qu'on va faire, c'est entrer en position à la fin d'une faible volatilité et donc juste avant d'avoir une forte volatilité. D'accord? Donc retenez bien, c'est la transition sur laquelle nous on entre faible et forte. On n'entre pas sur la faible volatilité, on n'entre pas sur la forte volatilité, on entre la faible et la forte volatilité. Donc à la fin de la faible volatilité et au début de la forte volatilité. Donc on entre vraiment sur cette phase de transition. Mais ne vous inquiétez pas si ça vous paraît encore compliqué, il y aura un exercice pour illustrer tout ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder cette vidéo autant de fois que nécessaire. Vous allez le voir déjà à partir de la deuxième fois, ce sera beaucoup plus clair. Et au bout de la troisième fois, vous allez tout maîtriser. Donc maintenant, on va directement entrer dans le vif du sujet avec les 4 phases de la volatilité. Donc le marché évolue plus précisément selon 4 phases de volatilité, d'accord? Donc on a vu qu'il avait différentes phases, mais on peut décomposer ça plus précisément en 4 phases de volatilité. Vous le voyez sur ce graphique, on a une phase 1, une phase 2, une phase 3 et une phase 4, et hop, c'est un cycle. On recommence avec la phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Alors on voit également sur ce graphique, deux bandes. Vous le voyez ici en vert. Ce qui monte ici et qui devient rouge, c'est ce qu'on appelle la bande supérieure des bandes de Bollinger, la bande supérieure des BB-Log. Souvenez-vous, les BB-Log sont composés d'une moyenne mobile et de 2 bandes. Il y a une bande supérieure, donc c'est cette bande-là, et une bande inférieure, c'est la bande en dessous. Et donc là, il faut imaginer que le prix évolue à l'intérieur de ces 2 bandes. Donc là, pour simplifier le schéma, bien entendu, le prix n'est pas représenté dessus, mais on verra tout ça dans quelques instants. Et également, la moyenne mobile n'est pas représentée sur ce schéma. Donc vous avez uniquement la bande supérieure et la bande inférieure avec les différentes phases de volatilité. Donc on va tout simplement maintenant décortiquer les différentes caractéristiques de ces phases. Donc pour commencer, on a la phase 1, ce qu'on appelle la phase de consolidation. Durant cette phase-là, le prix n'a pas de tendance, il fluctue entre 2 niveaux. D'accord? Donc le prix fluctue entre un support et une résistance. Maintenant, vous savez ce que c'est un support et une résistance. Ce sont des niveaux qui bloquent l'évolution du prix.
eh bien là c'est ce qu'on aura. En phase 1, le prix sera bloqué par un support en dessous et par une résistance au-dessus de lui. Le prix n'aura pas de tendance et fluctuera entre deux niveaux. C'est ce qu'on voit ici sur ce schéma. Il faut imaginer que le prix ici, eh bien, il évolue latéralement, il évolue entre la bande supérieure et la bande inférieure. C'est ce qu'on a également ici sur la phase 1. Le prix, suite ici à cette très forte tendance haussière, eh bien ici, il se restabilise. Donc la volatilité et les volumes durant cette phase numéro 1 sont au plus bas. D'accord? Donc les volumes sont au plus bas, ça on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Les volumes sont au plus bas parce que le prix tout simplement évolue au sein d'un consensus, qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges, donc les volumes sont au plus bas. Mais la volatilité également, étant donné que les oscillations sont faibles, que le prix évolue entre deux niveaux, il fluctue entre deux niveaux, et bien la volatilité sera elle aussi au plus bas. Les bébés logs, elles, seront horizontales et resserrées autour du prix. Pareil, là c'est ce qu'on observe sur ce graphique, on a les bébés logs, donc les deux droites ici en vert, il faut imaginer que le prix évolue à l'intérieur et donc les bébés logs sont resserrés autour du prix, donc sur cette phase 1 et également sur cette deuxième phase 1. Les bébés logs vont donc tout naturellement jouer le rôle de support et de résistance. Souvenez-vous, les bébés logs vont venir s'accrocher au prix, ils vont venir englober le prix. Donc si le prix évolue entre deux niveaux, entre le support et la résistance, eh bien les bébés logs vont automatiquement venir servir de support et de résistance. Donc pour conclure, durant cette phase 1, le marché est totalement indécis, ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont la main. Donc étant donné que le marché est indécis, eh bien, notre décision aussi sera indécise parce que la probabilité sera quasiment du 50-50. Si le marché est indécis, eh bien, il n'y a pas de tendance claire, il n'y a pas de tendance haussière, il n'y a pas de tendance baissière. Donc, ce n'est pas une phase intéressante pour entrer en position. Souvenez-vous, on entre en position dès qu'on a une volatilité qui commence à arriver, une augmentation de volatilité. Or, durant cette phase, la volatilité est au plus faible, elle est au plus bas. Donc, ce n'est pas durant cette phase qu'on va entrer en position. Plus précisément, ce n'est pas durant cette phase qu'on va entrer en position, mais à la toute fin de cette phase-là, donc la transition entre cette phase 1 et cette phase 2 qu'on va voir tout de suite. Alors, retenez bien, on évitera de trader durant cette phase. Phase 2, c'est la phase qu'on appelle de poussée. Donc c'est là où on a la poussée du prix, que ce soit une poussée haussière ou une poussée baissière, bien entendu. Donc l'un des deux niveaux de la phase 1 a cédé, le prix entre en tendance. Souvenez-vous, phase 1, le prix évolue entre deux niveaux. Et bien phase 2, on a une poussée, ça veut dire qu'il y avait l'un de ces deux niveaux qui a cédé. Soit c'était le support, soit c'était la résistance. Donc c'est la résistance qui a cédé si la tendance est haussière, si vous avez une poussée haussière. Et sinon, c'est le support qui a cédé si vous avez une poussée baissière. Quoi qu'il en soit, durant cette phase 2, le prix commence à entrer en tendance. On n'est plus en phase de consolidation. La volatilité et les volumes, durant cette phase, sont au plus haut. D'accord? Donc, on a vu que sur la phase 1, la volatilité était au plus bas. Sur la phase 2, elle est au plus haut. Donc là, vous avez certainement déjà deviné à quel moment on va entrer en position. On va entrer en position entre la phase 1 et la phase 2. Lorsque la phase 1 sera sur le point de se terminer et lorsque la phase 2 sera sur le point de commencer. Donc on entrera en position entre la transition entre ces deux phases. On le voit sur ce graphique en fait. Si je devais vous indiquer un endroit dans lequel vous deviez ouvrir une position, eh bien ce serait tout simplement ici, à l'endroit où on a donc cette ligne en pointillé. Pourquoi? Parce qu'on vient de terminer la phase 1 et qu'on commence à entrer en phase 2. Donc c'est ici, à ce moment-là, qu'on va ouvrir une position à l'achat. Donc ici, ce sera l'achat parce qu'on a la résistance qui a cédé. Le prix ici va monter. Vous le voyez ici, en fait, le prix monte, il évolue pour revenir à peu près ici. Donc le signal d'achat sera obtenu à ce niveau-là. Mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, les signaux d'achat et les signaux de vente, on va les voir un peu plus tard dans ce module. Là, on essaye de comprendre tout d'abord comment évolue un marché financier, comment évoluent plus précisément ici les cycles, quelles sont les différentes phases de volatilité et à quel moment entrer en position. On n'a pas encore des setups d'entrée en position jusqu'à présent. Pour le moment, on sait juste qu'il faut entrer en position entre une phase 1 et une phase 2. Mais vous ne savez pas encore les critères à respecter. Ça, on va le voir un peu plus tard dans ce module. Donc la volatilité et les volumes sont plus hauts durant cette phase 2. Les bébés logs, cette fois-ci, sont divergentes. Donc elles passent d'horizontale dans la phase 1 à divergente dans la phase 2. Vous voyez ici, il y en a une qui monte, la bande supérieure monte et la bande inférieure, elle descend. Les bébés logs sont donc divergentes. Le prix évolue à l'extérieur des bébés logs. Donc là, le prix, il se trouve ici en fait. Si on devait matérialiser le prix, il se trouve à l'extérieur des bébés logs. Pourquoi? Parce qu'on avait ici une très faible volatilité, on avait un consensus de marché et là le prix a décidé d'entrer dans une poussée haussière et la poussée haussière, vous le voyez, elle est donc puissante étant donné que c'est une poussée haussière.
mais elle dure aussi longtemps, la bande supérieure n'a pas le temps de rattraper cette poussée haussière, d'accord? Donc il faut imaginer que le prix ici, il oscille entre la bande supérieure et la bande inférieure, puis ici il nous donne une forte impulsion haussière, et donc les bandes de Bollinger essayent de rattraper le prix autant que possible, et donc là vous le voyez à ce moment-là, eh bien le prix commence à consolider, et donc les bandes de Bollinger ont eu le temps de le rattraper. Puis ici on a une légère correction, et le prix évolue donc à nouveau entre la bande supérieure et la bande inférieure. Donc le prix durant cette phase 2 évolue à l'extérieur des BB log, et c'est donc justement une phase qui va être courte, comme vous vous en doutez peut-être. On l'a vu précédemment, le prix ne se situe que 2,5% du temps au-dessus de la bande supérieure. Et donc étant donné qu'il se situe que 2,5% du temps, eh bien la phase va être très courte, elle ne va pas être longue, ça sera même la phase la plus courte. La phase 2 sera la phase la plus courte, mais ce sera celle qui permettra de générer le plus de bénéfices. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi on n'entre pas en position, par exemple en plein milieu de la phase 2, mais à la fin de la phase 1, début de phase 2, parce que la phase 2 est très courte, elle est très rapide. Vous allez le voir après avec les exemples, elle est très courte. Et donc si vous entrez en position en plein milieu, eh bien vous n'allez pas profiter de toute l'impulsion haussière ou baissière que vous allez avoir. Donc c'est vraiment important d'essayer d'entrer le plus tôt possible sans anticiper évidemment. Vous entrez lorsque vous allez avoir un signal, vous n'anticipez pas. Lorsque vous allez avoir un signal, eh bien vous entrez en position et vous profitez de tout le mouvement de la phase numéro 2. Donc le prix durant cette phase-là évolue à l'extérieur des BB log. Le marché s'est prononcé, les acheteurs ou les vendeurs ont pris la main. Dans cet exemple, eh bien, vous avez un schéma où ce sont les acheteurs qui ont pris la main. Et donc si vous faites une symétrie, vous allez pouvoir voir un schéma où les vendeurs prennent la main. Alors ce type de mouvement, c'est ce qu'on appelle ici une bulle. Alors ce n'est pas la même chose que la bulle sur les marchés financiers, la bulle sur le marché des crypto-monnaies, où vous avez le prix qui est tout simplement en très forte tendance haussière. Ça évidemment c'est une bulle, mais là ce que je vous explique ici c'est uniquement le terme de bulle lié au BB log, parce que ce que vous observez ici sur ce schéma là, c'est ce que vous allez pouvoir observer sur différentes unités de temps, le H1, le H4, le D1, et donc vous n'allez pas évidemment avoir une bulle sur le marché des crypto-monnaies si vous avez une impulsion haussière en H1. Et évidemment ça n'aurait aucun sens de dire ça. Donc ce terme de bulle est également utilisé pour signifier donc la forme ici des bandes de Bollinger. Il faut imaginer ici que vous avez une sorte de sphère, vous avez donc une bulle. Donc voilà, si vous retrouvez ce mot de bulle pour les BB log, sachez que c'est le mot bulle appliqué uniquement donc à ce schéma-là et non pas au marché dans son ensemble. Parce que souvenez-vous, ici on peut très bien avoir une impulsion baissière tout en ayant une bulle. Par contre, lorsque vous allez avoir une impulsion baissière, ça ne sera pas évidemment une bulle sur le marché des crypto-monnaies. Vous allez par exemple pouvoir avoir un crack, mais lorsque vous allez avoir un crack, vous allez avoir un crack sur le marché des crypto-monnaies, mais une bulle sur les BB log. Donc vous voyez, vous avez une bulle et un crack en même temps. Donc voilà, j'insiste également sur ce point, le mot bulle est utilisé pour deux choses différentes, pour les BB log et également pour le marché dans son ensemble. Alors pour conclure concernant cette phase, eh bien on tentera de prendre position durant cette phase-là. Alors pourquoi on tentera? Parce que vous allez le voir, ce n'est pas toujours évident d'entrer en position en plein milieu de cette phase-là parce que vous allez avoir différents critères à respecter. Ce n'est pas parce que le prix commence à entrer en phase 2 qu'il faut absolument ouvrir un trade à l'achat ou un trade en vente. Non, vous avez différents critères à vérifier. Vous avez un critère de volatilité, donc c'est ce qu'on voit dans cette vidéo et dans la précédente. Vous avez un critère de volume qu'on a déjà vu un peu plus tôt dans cette étape 5. Vous avez également des critères concernant les chandeliers japonais. Vous avez plusieurs critères qui vont vous permettre de filtrer les signaux et de ne pas faire n'importe quoi et d'améliorer vos taux de réussite. Donc ce n'est pas parce que vous allez avoir une phase 2 qu'il faut absolument entrer en position. Il faut également vérifier par exemple la tendance. Si vous avez une impulsion haussière au sein d'une très forte tendance baissière, eh bien peut-être qu'on n'entrera pas en position car on sera à contre-tendance. Donc voilà, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de critères qu'on va voir au fur et à mesure. On en a déjà eu certains qu'on a déjà vus, on va en voir d'autres au fur et à mesure de ce module. On va juste tenter de prendre position. Si vous avez tous les critères, si vous avez vraiment tous les astres qui sont alignés, eh bien on va entrer en position. A contrario, si vous avez certains éléments importants qui sont manquants, eh bien on n'entrera pas en position. Et le nombre d'opportunités, ce n'est pas ça qui manque sur le marché des crypto-monnaies, comme vous en doutez. Il y a plusieurs unités de temps, il y a plusieurs crypto-monnaies, donc vous allez le voir, les opportunités, il y en aura, surtout lorsqu'il y aura une tendance. Si la tendance de fond est très fortement haussière, par exemple, eh bien il y aura beaucoup plus d'opportunités que si le marché évoluait donc sans tendance. Donc là, on a déjà vu les deux premières phases de volatilité. Maintenant, on va voir les deux dernières, donc la troisième et la quatrième phase de volatilité. La phase 3, c'est ce qu'on appelle la phase de plafonnement, d'accord? Donc tout simplement parce que le prix plafonne, on a ici dessiné un nouveau plafond, le prix n'arrive pas à faire de nouveau plus haut, c'est une sorte de résistance, donc on a atteint un plafonnement. Donc le prix évolue toujours en tendance. Donc il évolue toujours en tendance, par contre il évolue de manière beaucoup moins puissante en tendance, il commence à atteindre un plafond avant de vouloir éventuellement
se retourner. Donc la volatilité et les volumes, cette fois-ci dans cette phase, commencent à baisser, d'accord? Donc elles ne sont pas faibles tout au long de la phase. Il faut vraiment faire la différence. Et d'ailleurs, ça, c'est également quelque chose qui va vous permettre de repérer les différentes phases, c'est les volumes. Donc en phase 1, les volumes sont au plus bas. En phase 2, les volumes sont au plus haut. Par contre, en phase 3, eh bien, les volumes sont au début au plus haut, puis baissent progressivement parce qu'on est en phase 2 avec des volumes très élevés et on commence à baisser progressivement. Idem pour la volatilité. Les oscillations du prix vont de plus en plus diminuer. L'amplitude des chandeliers japonais sera de plus en plus faible. Donc la volatilité et les volumes commencent à baisser durant cette phase. Les bébés logs, elles, vont être parallèles et dans le même sens que le mouvement. D'accord? Donc la phase 3, vous le voyez, la bande supérieure est parallèle à la bande inférieure et donc elles sont parallèles dans le sens haussier, donc elles sont parallèles dans le même sens que le mouvement. Si on avait eu un mouvement baissier, eh bien elles seraient orientées donc vers le bas. Là, on a un mouvement haussier, donc elles sont toutes les deux orientées vers le haut et elles sont parallèles. Donc ça déjà, ça va vous permettre de repérer les différentes phases. Donc en fait, vous allez le voir avec les bébés logs, les phases, vous allez facilement les repérer. La première phase, vous la repérez lorsque les bébés logs sont parallèles. La deuxième, lorsque vous avez des bébés logs qui divergent. La troisième, lorsque les bébés logs sont parallèles. La quatrième, lorsque les bébés logs sont en train de converger. Vous le voyez. Puis après, à nouveau parallèle, diverge. Puis après, le cycle recommence. Donc horizontal, diverge, parallèle, converge, horizontal, diverge, parallèle, converge, etc., etc. Donc les bébés logs, durant cette phase, la phase numéro 3, la phase de plafonnement, sont parallèles et dans le même sens que le mouvement. Les traders de la phase 2 vont commencer alors à prendre leurs bénéfices. Et ça, c'est également un truc qui est très important. Il faut bien comprendre la psychologie derrière, qui se cache derrière ces bébés logs. Elle est vraiment puissante parce que ici, souvenez-vous, on a un consensus de marché. Les traders ne prennent pas encore position. Puis ici, les premiers traders commencent à prendre les positions. On commence à avoir un premier signal. On a ici donc le prix qui évolue à l'extérieur des bandes de Bollinger parce que le mouvement, eh bien, il persévère dans un sens et il est très puissant parce que de plus en plus de traders, eh bien, se mettent à acheter car ils voient que le mouvement commence à partir car le consensus a été cassé, car le consensus a été rompu. Et donc ici, vous avez de plus en plus de traders qui prennent position, ce qui contribue encore plus à la puissance de la phase 2. Et donc lorsque le prix est suffisamment monté, et bien à ce moment-là, on atteint une phase de plafonnement. Pourquoi? Parce que les traders qui ont acheté tout en bas au début de la phase 2 vont commencer à vouloir prendre leurs bénéfices. Et donc comme ils vont commencer à prendre leurs bénéfices, vous allez avoir de moins en moins d'acheteurs qui vont arriver. Et donc le prix va monter de moins en moins haut. Et donc on va atteindre une sorte de plafonnement. Donc les traders durant cette phase-là commencent à prendre leurs bénéfices et le prix va alors réintégrer les bandes de Bollinger. Parce que ici, le prix était à l'extérieur des bandes de Bollinger parce que vous avez plein de traders qui ont acheté. Là, vous avez de moins en moins de traders. Les traders prennent leurs bénéfices et donc là, c'est beaucoup plus facile pour les bébés logs de rattraper le prix contrairement à avant. Là, c'est beaucoup plus simple. Le prix va donc réintégrer les bébés logs. On va logiquement, nous aussi prendre nos bénéfices lorsque le prix réintègre les bébés logs. Donc ça, on va le voir beaucoup plus en détail dans le module 2, mais on va nous aussi prendre nos bénéfices lorsque le prix réintègre les bébés logs, donc durant cette phase numéro 3. C'est logique, en fait, ça ne sert à rien d'être à contresens. Ici, vous avez les traders qui prennent position, et bien on va également prendre position pour profiter de cette impulsion haussière et lorsque les premiers traders commencent à prendre leurs bénéfices, lorsqu'on constate que le prix commence à ralentir, nous prendrons également nos bénéfices et justement c'est le fait que de plus en plus de traders bien positionnés prennent leurs bénéfices qui contribue à ce ralentissement et après à la correction qu'on va observer durant la phase numéro 4. Donc justement, la phase numéro 4, c'est ce qu'on appelle la phase de déclin. Donc voilà, les phases, je vous conseille vraiment de retenir leur nom, un plafonnement, déclin, parce que ça va mieux vous aider à retenir ce qu'il se passe durant ces phases-là. Donc la phase numéro 4, la phase de déclin, c'est lorsque le marché va corriger une partie de l'excès des phases précédentes, d'accord? Donc là, vous aviez les traders qui n'étaient pas encore totalement positionnés, vous aviez un consensus entre l'achat et la vente. Là, vous avez un premier signal, le prix monte violemment car de plus en plus de traders se positionnent. Puis ici, les premiers traders prennent leurs bénéfices. Donc là, le prix commence à atteindre un plafond vert. Et par la suite, le marché va corriger une partie de l'excès car les derniers traders qui, eux, n'ont pas pu prendre leurs bénéfices au meilleur moment, vont de plus en plus prendre leurs bénéfices et vont contribuer ici à une baisse du prix. Donc, étant donné que tous les traders n'ont pas pris leurs bénéfices et qui espèrent, par exemple, à nouveau une nouvelle hausse du prix, le prix, vous le voyez ici, ne revient pas là où il était avant. Il revient, mais un peu plus haut. On a une phase de stagnation. Donc le prix va tout simplement ici corriger juste une partie de son excès, ce qui montre qu'on a toujours ici une tendance qui est haussière, mais on a établi un nouveau consensus un peu plus haut que le précédent consensus. Donc le marché corrige une partie de l'excès des phases précédentes et la volatilité, elle,
continuer aussi de baisser de plus en plus. On avait déjà commencé à avoir une baisse de volatilité dans la phase 3, et bien dans la phase 4, on va continuer de baisser progressivement jusqu'à avoir une volatilité de plus en plus bas à ce moment-là pour à nouveau donc évoluer dans une phase 1. Donc là, vous le voyez, on revient, c'est une boucle. Donc volatilité au plus bas, volatilité au plus haut, puis la volatilité diminue, elle continue à diminuer, puis on revient dans une volatilité au plus bas et hop, et on recommence le cycle. Donc voilà, on a vu ici les 4 phases de la volatilité et comment évoluent les marchés financiers. Donc tous les marchés financiers évoluent de cette façon. Ce que je vous explique ici, ce n'est pas uniquement valable pour le marché des crypto-monnaies, c'est valable pour tous les marchés, bien entendu. Donc les bébés logs, cette fois-ci, dans la phase de déclin, vont se rapprocher l'une de l'autre. Vous le voyez ici, elles convergent pour ici donc avoir à nouveau une entrée en phase numéro 1. Donc le prix se dirige vers la bande opposée. D'accord? Donc la bande supérieure se dirige vers la bande inférieure et la bande inférieure se dirige vers la bande supérieure. Les derniers traders prennent leurs bénéfices dans cette phase numéro 4. Donc voilà, on en a fini avec ces différentes phases de volatilité. Donc j'espère que vous avez vraiment pu comprendre le mécanisme qui se cache derrière. Alors j'en suis conscient, il y a beaucoup d'informations, mais là vous avez vraiment une vidéo qui est exhaustive. Tout ce que je vous ai expliqué ici, eh bien vous aideront à beaucoup mieux comprendre comment évolue un marché financier et n'importe quel marché financier. Donc je vous conseille vivement, si vous n'avez pas compris ne serait-ce qu'une partie de cette vidéo, eh bien à la regarder autant de fois que nécessaire ou à poser vos questions sous la vidéo parce que je veux absolument que vous maîtrisiez tout ça pour qu'après vous ne commettiez pas d'erreur donc fatale. Donc étant donné qu'ici tout vraiment vous a été expliqué concernant le fonctionnement des cycles dans un marché financier. Donc n'hésitez pas également à consulter le PDF car je vous le rappelle, il y a un PDF associé à cette masterclass. Donc n'hésitez pas à le consulter, à vraiment l'imprimer si nécessaire pour vraiment accrocher cette partie-là sur votre plafond ou bien la poser sur votre bureau pour systématiquement l'avoir à côté de vous lorsque vous allez trader et analyser vos graphiques. Passons maintenant à l'exercice. Donc cette fois-ci, pour chacune des bulles que vous voyez donc sur ce graphique, donc je vous le rappelle, les bulles, c'est les bulles au sens BB-log et non pas bulles au sens marché financier, eh bien, je vous demande de repérer le passage de la phase 1 à la phase 2. Donc là, vous le voyez déjà sur ce graphique avec les BB-log, la volatilité est beaucoup plus simple à repérer par rapport à l'exercice de la vidéo précédente. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, on n'avait pas ces BB-log. Il fallait repérer eh bien, la faible volatilité avec l'oscillation du prix. Ici, on le voit très clairement. Donc là, je ne vais pas vous expliquer évidemment l'exercice, je vous expliquerai tout ça dans quelques instants avec la correction. Mais là, sur ce graphique, on voit très clairement les phases de faible volatilité et les phases de forte volatilité. Et comme vous le voyez sur ce graphique, eh bien, c'est très similaire à ce qu'on avait dans le cours. Regardez, je reviens sur la diapo précédente. Ce schéma que vous avez ici, donc stagnation, puis ici une bulle, puis stagnation, eh bien, regardez sur ce graphique, vous l'observez très clairement. Vous avez stagnation, bulle, bulle, etc. Donc là, finalement, tout ce que je vous ai expliqué dans le cours, on le retrouve directement sur ce graphique en unité de temps weekly de l'Ethereum. Donc là, ce que je vais vous demander, ça va être très simple, c'est de repérer le passage de la phase 1 à la phase 2. Je vous rappelle que c'est vraiment important pour vous de savoir repérer ces passages-là parce que ce sont durant ces passages-là qu'on va entrer en position, qu'on va acheter ou qu'on va vendre le marché. Donc, si vous savez repérer ces passages-là, eh bien, vous allez pouvoir passer aux vidéos suivantes. Par contre, si lors de la correction, vous faites des erreurs, eh bien, je vous recommande vivement de regarder à nouveau cette vidéo pour être sûr que vous avez vraiment tout maîtrisé. Donc, comme d'habitude, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour faire cet exercice et on se retrouve dans quelques secondes pour la correction. Passons maintenant à la correction. Donc, je vous avais demandé de repérer le passage de la phase 1 à la phase 2. Donc là, comme on l'a vu, il y a 3 bulles très clairement identifiées sur ce graphique. On a une première bulle ici, une seconde bulle et une troisième bulle. Souvenez-vous, dans le cours, le passage de la phase 1 à la phase 2 se situe au début d'une bulle. D'accord? Donc, juste après la phase de consolidation et juste avant que le prix sorte des bandes de Bollinger. Donc, les bandes de Bollinger, c'est tout simplement cette enveloppe ici violette. Donc là, vous le voyez, la bande supérieure, c'est tout simplement le trait violet au-dessus. La bande inférieure, c'est le trait qui se trouve en dessous. Et la moyenne mobile, c'est le trait du milieu. Donc, on a bien notre fameuse moyenne mobile ainsi que nos deux bandes. Donc, la bande supérieure et la bande inférieure. Donc, ce qui dessine une enveloppe, les BB-log enveloppent le prix. Donc, le but, c'était de repérer le passage de la phase 1 à la phase 2. Donc, c'est le passage juste avant que le prix explose, juste avant que le prix sorte des bandes de Bollinger. Et ici, on retrouve vraiment tous les critères du cours. Donc, regardez ici, on a une première phase de stagnation. Les bandes de Bollinger sont resserrées autour du prix. Et regardez sur cette droite
en pointillé, et bien à ce moment-là, le prix décide de sortir des bandes de Bollinger. On a une très forte impulsion haussière, donc le prix nous donne un signal d'achat, il sort des bandes de Bollinger. Et donc là, vous le voyez juste après, eh bien on a une forte impulsion haussière, le prix se situe à l'extérieur des bandes de Bollinger. Puis par la suite, on atteint un plafonnement, donc là, vous le voyez, on atteint un plafonnement. On n'arrive pas à faire de nouveaux sommets plus hauts que le précédent sommet, et donc on a une phase ici de déclin. Donc là, vous le voyez, on repère vraiment les différentes phases. Les bandes de Bollinger, ici, elles sont en train de diverger. Puis à ce moment-là, vous le voyez, elles sont en train de converger entre elles. Et après, on a notre fameuse phase de déclin. Alors, vous n'allez, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pas toujours avoir des phases de déclin. Des fois, vous allez avoir une phase 1, une phase 2, une phase 3. Puis on recommence directement avec la phase 2, phase 3, phase 2, phase 3 et enfin la phase 4. Des fois, vous allez avoir une phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. En fait, ça va vraiment dépendre. Alors, de manière générale, vous allez avoir phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Mais des fois, si vraiment le prix a envie de pousser à la hausse ou à la baisse, vous allez avoir phase 1, phase 2, puis phase 3, le prix ralentit, puis à nouveau une phase 2, le prix repousse à la hausse, puis phase 3, le prix ralentit un peu, puis phase 2, le prix repousse, etc. etc. Donc vous n'allez pas systématiquement avoir une phase 4, et j'ai même envie de vous dire tant mieux, car ça vous permettra d'entrer en position encore plus souvent. Donc là, on a repris notre premier passage de la phase 1 à la phase 2. Le second se situe ici. Vous le voyez à ce moment-là, les bandes de Bollinger sont horizontales. Nous sommes donc dans la phase 1 à ce moment-là, et donc par la suite, le prix sort des bandes de Bollinger à ce moment-là. Vous le voyez, il y a une forte bougie d'impulsion verte, et donc là, le prix évolue en très forte tendance haussière. Puis on a atteint une phase de plafonnement. Donc là, le plafonnement, il est très bien illustré. Pourquoi? Parce qu'on a dessiné un sommet et le suivant, il se situe au même endroit que le précédent. Donc on a vraiment atteint un plafond de verre ici, et donc par la suite, le prix décline. Et donc ici, la déclinaison, vous le voyez, elle est faible. Pourquoi? Parce que nous sommes au sein d'une très forte tendance haussière. Donc lorsque le prix corrige, il n'est pas obligé de corriger fortement. Des fois, il corrige un tout petit peu. Ce que je vous ai expliqué dans le cours, il faut vraiment avoir en tête que c'est la théorie. Et donc lorsque vous allez analyser vos graphiques, on n'aura pas 100% du temps quelque chose qui colle à la théorie. Il faut parfois admettre quelques écarts. Donc évidemment, il faut essayer d'être toujours le plus proche de la théorie, mais vous allez le voir, le prix n'évolue pas toujours en phase de bulle, consolidation, bulle, consolidation. Et donc nous, justement, ce qui va nous intéresser, c'est d'ailleurs le titre de ce module 1, la boîte à outils du trader pro. Le but, c'est quoi? C'est de vous donner une boîte à outils, de vous donner plein d'outils. Souvenez-vous, qui sont complémentaires, qui vont vous permettre, en fonction de l'état du marché, de savoir quand entrer en position. Là, par exemple, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est lorsque vous avez en particulier cette situation de bulle et à quel moment entrer en position. Donc de bulle sur les BB log, de consolidation sur les BB log. Et donc vous le voyez, ça vous avez un outil, mais parmi tant d'autres qu'on a déjà vu et qu'on verra par la suite. Donc ce sont vraiment, il faut garder ça en tête, des outils. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous ces outils en même temps. Ces outils vont vous permettre de mieux comprendre le marché et donc de décortiquer dans quel mouvement on se trouve. Alors parfois vous allez devoir utiliser tous ces outils, parfois le contexte de marché ne s'y prêtera pas, mais il faut vraiment garder en tête que pour l'instant nous sommes encore en phase théorique. La phase pratique, on la verra un peu plus tard dans ce module 1, puis dans les différents modules et surtout dans le module 5, le module exercice. Donc voilà, là nous avons repéré notre deuxième passage de la phase 1 à la phase 2, puis ici nous avons atteint une phase de plafonnement et donc le troisième passage se situe ici. Donc on a franchi par le haut notre phase ici de plafonnement. Le prix nous donne une forte impulsion haussière avec cette bougie donc en vert et le prix ici se trouve au-dessus de la bande supérieure et on a à nouveau une très forte impulsion haussière et là vous le voyez, le mouvement commence à s'essouffler et donc on a une très forte phase de déclinaison. Donc on a une phase de plafonnement puis une phase de déclinaison et puis par la suite le prix consolide. Vous le voyez ici, les bandes elles redeviennent horizontales. On se trouve à nouveau en phase 1 et donc là c'est le contraire qui se produit. On a un signal de vente cette fois-ci. Nous, ce qu'on va se contenter d'observer pour le moment, ce sont simplement ces trois premiers passages d'achat de la phase 1 à la phase 2. Donc dans cette correction, je vous ai rajouté l'indicateur volume. Donc cet indicateur, je ne vous l'avais pas mis dans les exercices pour éviter de vous donner trop d'informations. Là, vous le voyez, les volumes se prêtent également complètement à la théorie. Pourquoi? Parce que vous le voyez sur cette partie-là, cette première zone, les volumes tout en bas, on les observe quasiment pas. Les histogrammes sont très faibles. On a les volumes, comme on l'a vu dans le cours, au plus bas. Puis ici, on a le passage entre notre phase 1 et notre phase 2. Et vous le voyez, les volumes sont en constante augmentation. On le voit avec les histogrammes en bas, les histogrammes sont de plus en plus hauts. Je vous l'ai matérialisé avec une flèche orange, l'augmentation des volumes. Puis ici, on arrive en phase 3, en phase de plafonnement. Souvenez-vous, c'est la phase où le prix commence à ne plus faire de nouveaux plus hauts, où les volumes commencent à diminuer. Donc là, on le voit sur cette phase numéro 3, les volumes commencent à diminuer. Et puis par la suite, vous le voyez, on entre à nouveau en phase 1. Et donc là, les volumes sont à nouveau
au plus bas. Alors évidemment, des fois, vous allez avoir des volumes erratiques. Là, par exemple, vous voyez, vous avez un énorme histogramme rouge. Ici, à nouveau, un autre histogramme rouge. Donc, ce sont des volumes erratiques. Vous n'allez pas tout le temps avoir des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Des fois, vous allez avoir des problèmes de volume. Et donc, ces problèmes erratiques, il faut vraiment savoir les filtrer. Et donc, on les filtre avec différents outils. Et les BBlog sont l'un de ces outils. Parce que si vous obtenez des volumes ici au milieu de nulle part, eh bien, ça n'aura aucun sens. Par contre, si vous obtenez une augmentation de volume ici, juste au moment où le prix sort des BBlog, eh bien, ce sera pertinent de les prendre en compte. D'accord? Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Les différents outils que je vous montre, vous ne devez pas les utiliser l'un dissocié de l'autre. Il faut vraiment tous les mettre au fur et à mesure sur votre graphique. On avait par exemple rajouté les volumes. Cette fois-ci, on rajoute les BBlog. Par la suite, vous allez le voir, on rajoutera d'autres indicateurs comme par exemple les moyennes mobiles. Et ce sont ces différents indicateurs qu'on rajoute au fur et à mesure. Là, il faut bien comprendre qu'on est en train de construire au fur et à mesure la méthode. Eh bien, ce sont ces différents indicateurs qui vont l'un combiner à l'autre, vous donner un signal ou invalider un signal. Mais un indicateur pris tout seul, par exemple, si ici vous utilisez que les BBlog sans volume ou si vous utilisez les volumes sans BBlog, eh bien, vous allez forcément entrer en position des fois sur des mauvais signaux. Par contre, si vous utilisez les deux en même temps, eh bien, vous allez beaucoup mieux filtrer vos différents signaux. D'accord? Donc voilà, c'est pourquoi il faut avoir plusieurs indicateurs complémentaires. Et j'insiste sur le mot complémentarité parce que si vous avez plusieurs indicateurs qui font la même chose, eh bien, vous allez le voir, ils vont se contredire. Là, pour le coup, ce sont vraiment des indicateurs complémentaires. Vous avez un indicateur de volume, un indicateur de volatilité. Par la suite, on verra des indicateurs de tendance, etc., etc. Et donc, ces différents indicateurs, eh bien, eux vont vous permettre d'entrer en position avec la meilleure probabilité possible. Donc, continuons à approfondir cette correction. Vous le voyez, donc sur cette deuxième phase, sur ce deuxième signal d'achat, on a à nouveau une augmentation des volumes. Et puis, regardez, lorsque nous atteignons ici cette phase de plafonnement, eh bien, les volumes étaient au plus haut et ils sont en train de décroître progressivement. Et dès qu'on arrive en phase 1, donc à ce moment-là où les bandes sont horizontales, les volumes sont au plus bas. Puis par la suite, on recommence. Vous le voyez, les volumes sont au plus bas et commencent à monter légèrement. Pourquoi? Parce que ça revient à ce que je vous disais dans la précédente vidéo. Plus la durée de cette phase de faible volatilité dure longtemps et plus l'impulsion sera puissante. Là, vous le voyez, cette phase dure très longtemps, l'impulsion est puissante. Cette phase dure un peu moins longtemps, l'impulsion est un peu moins puissante. Donc là, c'est également ce qu'on observe dans les volumes. Si cette phase dure longtemps, les volumes sont très élevés. Et si cette phase dure un peu moins longtemps, eh bien, les volumes sont un peu plus faibles. Pourquoi? Parce que les acheteurs qui ont acheté au bon moment, eh bien, ils ont déjà acheté ici ou bien même ici. Ils sont déjà entrés en position beaucoup plus tôt. Et ici, c'est un peu les retardataires qui vont entrer en position. Donc, étant donné que les retardataires vont entrer en position, eh bien, il y en aura un peu moins. Ou ce sont par exemple les personnes qui ont clôturé leurs bénéfices avant ou bien des personnes qui n'avaient pas surveillé ce graphique pour X ou Y raison. Donc là, quoi qu'il en soit, les volumes sont un peu moins élevés. On a quand même une augmentation des volumes, mais un peu moins franche. Et puis, on atteint notre phase de plafonnement. Et donc là, vous le voyez, les volumes se stabilisent puis diminuent progressivement jusqu'à à nouveau entrer en phase 1 avec des BBlog horizontales et observer des volumes au plus bas avant d'avoir une nouvelle augmentation des volumes, un nouveau signal de vente, etc., etc. Mais nous, comme je vous l'ai dit, on va se contenter de ces trois premiers signaux d'achat. Donc voilà concernant cette vidéo. C'est également l'une des vidéos les plus importantes de ce module 1. D'ailleurs, toutes les vidéos sont importantes, mais là, c'est vraiment l'une des plus importantes parce que les BBlog, vous allez le voir, on le mettra tout le temps sur nos graphiques. C'est vraiment quelque chose de très pertinent de comprendre vraiment comment évoluent les marchés financiers, qu'ils évoluent par cycle et comment distinguer ces différents cycles, à quel moment entrer en position. Donc là, on a vu à quel moment entrer en position. Donc on entre en position entre la phase 1 et la phase 2 et on a également vu très brièvement à quel moment sortir de position. Donc on sort de position lorsqu'on atteint une phase de plafonnement, une phase de retournement. Mais pour cela, il y a beaucoup plus de critères à respecter qu'on va voir plus en détail dans le module 2. Donc voilà concernant cette vidéo, je vous conseille vraiment à nouveau de la regarder si vous n'avez pas tout saisi et vraiment prendre le temps nécessaire d'attendre, de refaire des exercices. Et donc une fois que vous serez à l'aise avec tout ça, eh bien on se retrouvera dans la prochaine vidéo où on attaquera l'étape numéro 6. Et justement dans cette étape numéro 6, on va voir les patterns de chandeliers gagnants. Parce que là jusqu'ici, on n'a pas encore vu en détail quels sont les chandeliers à respecter. On a vu comment évolue le marché dans son ensemble, on a vu les volumes, les BBlog, mais on n'a pas vu en fait le chandelier à respecter pour entrer en position. Est-ce que par exemple lorsque vous avez un chandelier comme ça, c'est intéressant d'entrer en position ou pas? Est-ce que lorsque vous en avez un comme ça, c'est intéressant ou pas? Et donc ces différents chandeliers japonais à chercher sur votre graphique et à respecter, c'est justement ce qu'on va voir dans cette étape 6. Donc moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo lorsque vous serez prêt à passer à cette étape numéro 6.